Pour exprimer cela dans une formule, du temps cyclique au temps cyclique du paysan traditionnel du Moyen-Âge, c'est dans une certaine mesure substituer une espèce de temps linéaire de l'ouvrier de la ville, du grand atelier, de la petite industrie, etc. Et d'activités qui ne sont plus directement tributaires des saisons. C'est ça, qui ne sont plus directement tributaires des saisons, effectivement. Sans doute on aura l'occasion au cours de cet entretien de revenir sur l'œuvre de Copernic, mais nous savons que l'étape suivante, c'est Galilée. Mais entre justement le travail, les propositions de Copernic et l'œuvre spécifique de Galilée, il se passe un certain nombre de choses. C'est-à-dire que cette nouvelle conception de l'espace et du temps évolue, ou en tout cas les idées se préparent, si j'ose dire, à recevoir. Oui, Copernic conserve un certain nombre de conceptions qui sont celles de la cosmologie et de la mécanique antérieure, donc à quelque chose près de la cosmologie et de la mécanique d'Aristote reprise par Ptolémée. Au cours des années qui suivent la disparition de Copernic, qui survient l'année même où il publie son livre, c'est-à-dire en 1543, progressivement, un certain nombre d'erreurs qu'il a conservées disparaissent. Par exemple, l'idée de sphère cristalline portant les étoiles et les planètes disparaît chez Tycho Brahe. L'idée d'un monde clos disparaît chez Giordano Bruno, qui est un copernicien et un dominicain italien de la fin du XVIe et qui sera brûlé à Rome en 1600 d'ailleurs. L'idée du mouvement circulaire des planètes et des astres disparaît chez Kepler, c'est-à-dire qu'entre Copernic et Galilée, il y a une accentuation de la transformation de la cosmologie et puis la préparation par un certain nombre de travaux de mécanique, en particulier chez des physiciens italiens, chez Benedetti par exemple, qui a été le maître de Galilée, d'un certain nombre de développements mathématiques et d'approches de concepts physiques qui préparent effectivement la venue de Galilée, quoi. Alors en gros, cette évolution des conceptions d'espace et de temps se manifeste surtout dans le changement du système cosmologique. Oui, c'est-à-dire que cela est nécessaire, entre autres, pour démontrer l'erreur d'Aristote dans ses raisonnements. Je peux citer brièvement un des arguments essentiels d'Aristote. Aristote disait ceci: supposons un individu immobile à la surface de la Terre et qui lance un projectile verticalement. Si la Terre est en mouvement, quand le projectile retombe, pour peu qu'il soit jeté assez haut, il retombe derrière ou devant, enfin à côté du lanceur. Or, l'expérience courante nous prouve que l'on reçoit la pierre dans la main. Donc, la Terre ne bouge pas. Alors, pour démontrer que cela est faux, il faut invoquer un certain nombre d'arguments à caractère mécanique. Alors, on les trouve esquissés un petit peu chez Copernic, un peu plus chez Giordano Bruno, et vraiment explicités chez Galilée sous la forme de ce qu'on a appelé après la relativité galiléenne. C'est-à-dire que, grosso modo, Galilée démontre qu'il est impossible de déceler le mouvement d'un système mécanique par des expériences réalisées à bord de ce système lui-même. Et il donne l'exemple de l'individu qui serait en haut du mât d'un bateau, qui laisserait tomber une pierre. Et Galilée dit, on peut faire l'expérience que le bateau soit en mouvement, qu'il soit immobile, à condition évidemment qu'il n'y ait pas de vagues, etc. La pierre retombe au pied du mât. Donc, le point de chute de la pierre n'est pas une démonstration du mouvement ou de l'immobilité du bateau. Alors, la petite histoire dit que Galilée n'a pas fait l'expérience. Mais enfin, le fait est qu'elle était bien imaginée et qu'elle a été faite par la suite, qu'elle était juste. Eh bien, puisque vous avez abordé Galilée, est-ce qu'on peut maintenant, effectivement, regarder de plus près quelle est l'œuvre spécifique de Galilée en la matière? En ce qui concerne l'espace et le temps, il n'y a pas chez Galilée de définition explicite des concepts, comme on en trouvera chez Newton par la suite. Mais en fait, ils sont plus ou moins contenus d'un certain nombre de développements de la mécanique galiléenne, de la même manière d'ailleurs qu'un certain nombre de lois, entre guillemets, je dirais pourquoi entre guillemets tout à l'heure,
de la mécanique newtonienne sont contenus implicitement, même s'ils ne sont pas formulés très nettement, dans l'œuvre de Galilée. Chez Galilée, un ordre naturel existe qui préside au mouvement, qui préside au phénomène. Cet ordre se traduit par des lois mathématiques et c'est aux physiciens qu'il appartient de découvrir les lois en question. Il étudie le mouvement, d'abord le mouvement uniforme, et c'est dans le cadre de cette étude du mouvement uniforme qu'il est amené à approcher les notions d'espace et de temps entre lesquelles il établit un rapport géométrique. Il écrit ainsi: par mouvement régulier ou uniforme, j'entends celui où les espaces parcourus par un mobile en des temps égaux sont égaux entre eux. Donc la question que vous posiez tout à l'heure en ce qui concerne le XVIe siècle, en fait on y revient ici. Il ne définit pas l'espace et le temps, il n'établit pas de lien de causalité si l'on veut entre les deux, mais il établit quand même une relation géométrique très nette. Et je crois qu'en ce qui concerne Galilée, on pourrait parler très longtemps de son œuvre. Simplement, à propos du temps, il y a une chose qui est importante, je crois, qui figure dans ses travaux, c'est l'observation du mouvement du pendule. Et il constate que le mouvement du pendule à une période à peu près constante, quelle que soit l'amplitude de ce mouvement, que ce mouvement ne dépend que de la longueur du dit pendule. C'est ce que les physiciens appellent l'isochronisme des oscillations du pendule. Et il étudie ensuite quelque peu ce mouvement. C'est important par la suite parce qu'on s'en servira pour construire des horloges. Mais cette évolution dont vous venez de parler, aussi bien dans la conception de l'espace et du temps, enfin au travers évidemment de la considération du mouvement, est-ce que cette évolution concerne seulement la société savante ou est-ce que ces conceptions pénètrent d'autres couches de la population ? La société savante au Moyen-Âge était celle des clercs, donc celle des gens d'église ou proches de l'église et connaissant le latin. Un indice, je crois, de la pénétration des idées de Galilée en dehors de ce milieu proprement dit est la volonté de Galilée d'écrire dans sa langue nationale, c'est-à-dire l'italien. Et à l'époque de Galilée, ces idées pénètrent dans un milieu qui est nettement plus large que le milieu savant proprement dit, qu'elle touche, disons, le milieu cultivé, donc la bourgeoisie, sachant lire sa langue nationale et ayant quand même un certain nombre de connaissances en matière scientifique. Une des caractéristiques aussi de Galilée, c'est le fait qu'il mathématise le langage de la physique, enfin il le géométrise pour être très précis, parce que la partie essentielle des mathématiques à l'époque c'est quand même la géométrie. Il écrit d'ailleurs dans une lettre, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique, et bien évidemment comprendre Galilée oblige à avoir un minimum de connaissances en mathématiques. Mais disons que c'est le fait des gens cultivés de l'époque. C'est un milieu restreint, mais enfin beaucoup plus large qu'au Moyen-Âge. Je suppose que cette conception mathématique ne va pas s'arrêter après Galilée et qu'au contraire, entre Galilée et une nouvelle étape de formalisation, un certain nombre de progrès, si j'ose dire concrets, vont s'opérer aussi bien dans le domaine des mathématiques que dans le domaine de la mesure du temps ou de la mesure de l'espace, qui vont permettre justement un saut qualitatif dans la théorisation. Oui, effectivement, après Galilée, et en même temps que Galilée d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier des œuvres aussi importantes que celles de Kepler en astronomie, que celles de Descartes en mathématiques, avec notamment sa création de la géométrie analytique. Et le fait est qu'après la mort de Galilée, Galilée est mort en 1642, un an avant la naissance de Newton, il y a un certain nombre de transformations auquel il a lui-même présidé dans une certaine mesure, qui s'accentue et qui se développe pour mener à Newton.